Et nous sommes de retour pour la dernière séance de la matinée. Bien sûr, d'autres séances nous attendent cet après-midi. Et pour la première fois, nous avons réuni ces deux acteurs sur la scène et nous allons découvrir l'empire qu'ils ont construit derrière ces entités. Cela représente 2 millions d'acquisitions et bien sûr est le plus grand producteur de contenu à niveau mondial. Ils sont présents sur 22 territoires avec un catalogue avec plus de 10 000 heures de contenu et cela a créé un effet de type Black Mirror. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques mots sur la création européenne et nous allons donc commencer avec le président Stéphane Courby, à qui je donne la parole. On a des chiffres très impressionnants, si je puis dire. Qu'est-ce que ça fait de d'être à la tête de tel volume? C'était un défi pour vous. Comment ça s'est passé? Un rêve qui se réalise, peut-être? Ce n'est pas une question de rêve ni de survie, simplement une question de créativité. Banijay est un collectif de sociétés, d'entrepreneurs de talent, comme vous l'avez mentionné, et la taille est importante, bien sûr, à cause, et elle est due au nombre de talents. Vous pouvez bien vous imaginer que chaque société est à même de créer un format original à peu près tous les 3 ans. Et ici, eh bien, nous avons 40 nouveaux formats par an et c'est quelque chose que nous avons entamé il y a quelques années. Nous voulons continuer de progresser en ce sens puisque c'est la clé de notre marché. Sans créativité, rien n'est possible. Et pour vous, Marco, comment vivez-vous cette expérience? Effectivement, nous sommes singuliers dans la profession. Nous avons 122 sociétés dans le monde, dans 22 pays. Et ce que nous avons fait en termes d'intégration s'est fait relativement rapidement au regard de de la situation précédente et nous avons eu du temps pour étudier et planifier les choses et c'est pour cela que ça a été plus vite après. Notre organisation est relativement simple. Nous avons une très forte connaissance des pays et des compétences et bien sûr, derrière la présidence de ce groupe, eh bien, il faut s'assurer de pouvoir apporter ce qui est nécessaire pour développer les projets. Nous avons des fonds dédiés pour l'écriture des scénarios et nous essayons d'optimiser les projets et de combler les manques financiers là où ils se trouvent. Nous avons également une branche une antenne de distribution importante avec plus de 11 000 heures de contenu. Nous souhaitons continuer à investir pour pouvoir retenir ces talents et ajouter de la valeur à leur travail. Et c'est la façon dont nous avons choisi d'opérer au sein de la société en atteignant bien sûr ce moment charnière. Eh bien, il nous faut parfois reconsidérer les choses et nous sommes fiers de voir que pour l'instant, tous les talents qui nous ont rejoints restent avec nous. Et vous, Stéphane,
Qu'est-ce que vous dites de la notion d'échelle et de conciliation? Certains experts parlent de concentration d'ailleurs. Et comment évoluez-vous dans cette jungle? Quelle est votre perception? Il y a plusieurs choses ici. Il y a bien sûr une consolidation, bien sûr. Nous y travaillons chaque jour et nous voulons nous y atteler à cause de l'action des données, pardon. Et nous souhaitons rester dans la même position sur ce marché et faire les meilleures propositions à nos clients dans les marchés où nous sommes présents. Il est donc important pour nous de garder la même position, mais nous sommes tout à fait conscients qu'il y a une forte concurrence. Nous agissons à une échelle internationale avec les marchés linéaires, virtuels. On sait qu'il y a un fort besoin de nouveaux contenus. Et depuis le début, lorsque nous avons fondé la société, nos principes résidaient dans cette connaissance du besoin de chaque pays, avec les bonnes trames narratives que le public réclame. Et par exemple, si je prends MasterChef, Survivors, entre autres, eh bien, elles ont été produites de façon assez différente, mais elles ont répondu aux besoins qu'elles exigeaient. Et c'est pour cela que ces projets ont été couronnés de succès. Et vous, en termes de programmation, est-ce que vous êtes en cours d'acquisition d'autres sociétés? Est-ce que souhaitez-vous vous agrandir au-delà de ces 22 pays? Comme je l'ai dit auparavant, si nous pouvons continuer les acquisitions, alors c'est formidable. Encore une fois, il ne s'agit pas de taille, mais plutôt d'être complémentaires. Certaines sociétés sont à même d'apporter des compétences que nous n'avons pas pour l'instant. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Marco et l'équipe de Banijé pour leur travail, parce que cette collaboration a commencé au début de la pandémie de la COVID-19 et pour certains territoires comme l'Inde, l'Australie, l'Amérique latine, eh bien, toutes ces réunions, ces décisions ont été prises à travers Zoom. Mais en parlant de concentration, un mot circule sur toutes les lèvres. Quel est votre point de vue sur la concentration de Tier 1? Et il va falloir que je réfléchisse un petit peu avant de vous répondre. Mais enfin, globalement, nous sommes en faveur des clients plus importants. Nous avons besoin de nous assurer que tout le monde fonctionne ensemble correctement. Et bien sûr, nous souhaitons appliquer les mêmes règles à tout le monde en France. Dans certains cas, nous avons été limités à 30% sur certains territoires. C'est pourquoi certaines acquisitions ont eu lieu en France plutôt et en Scandinavie, notamment grâce à Lagardère. Et nous ne souhaitons pas nous limiter à ce pourcentage. Nous souhaitons être à égalité avec les autres acteurs. Et cette règle doit donc s'appliquer à tout le monde en même temps. Il ne s'agit pas d'être contre les autres. Ce qui s'est produit en Europe, avec l'arrivée des streamers et des plateformes, il a fallu organiser le marché. Et il a fallu voir comment réagir face à la concurrence. Mais bien sûr qu'il y a des règles. Merci beaucoup pour cette réponse.
Puisque nous en sommes à parler de concentration, eh bien, je vais essayer de faire une analogie avec ce qui s'est passé entre le modèle traditionnel et ce nouveau modèle numérique. Comment ces deux entités fonctionnent et comment parfois les processus de transformation massifs sont difficiles. Cela, bien sûr, inclut cette importante notion de liberté de création. Comment est-ce que vous parvenez à vous assurer, à maintenir, à garantir cette liberté de création avec vos équipes? Eh bien, nous procédons de la même manière qu'auparavant. Si je suis en relation avec un très bon producteur qui est bien au fait et mieux que de la manière de travailler, bien sûr, il faut prendre en compte ses caractéristiques, ses spécificités. Il faut bien savoir que nous sommes les seuls producteurs aujourd'hui qui ne soient pas contrôlés par un groupe média. Donc nous sommes tout à fait conscients de cela et nous essayons d'aider à produire ce que les clients souhaitent produire. Et aujourd'hui, notre activité est créée par les notions de propriété intellectuelle, de droit d'auteur et les équipes créatives. Il faut bien comprendre ce dont ils ont besoin pour développer leurs projets. Nous avons des budgets importants de façon à ce que nous soyons à même de produire des pilotes, de proposer différentes possibilités de casting, de scénaristes, enfin, leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Et le plus gros travail pour eux, c'est d'assurer ce service et de se concentrer toujours essentiellement sur les contenus. Par exemple, en parlant de la France, nous avons une holding qui travaille sur les aspects juridiques et légaux d'acquisition, tout ce qui concerne les producteurs. C'est ainsi que le producteur peut se concentrer sur ce qu'il a à faire. Et c'est une façon pour nous d'avoir cette position relativement unique. Encore une fois, on a 122 sociétés à travers le monde et nous pourrions certainement intégrer de nouveaux groupes en revoyant un peu notre méthodologie. Est-ce que vous parlez d'invasion de nouveaux groupes? Quoi qu'il en soit, je suis ravie de voir que les choses se passent bien pour vous. Durant cette pandémie de la COVID-19, vous avez pu continuer de développer un certain nombre de projets, notamment des projets sur sur France 2, notamment Germinal. Essayons d'en voir un extrait vidéo. Et je suis certaine que France 2 sera ravie de vous offrir la possibilité de visionner l'entièreté du projet dans peu de temps. Donc vous êtes à même de faire des formidables séries avec des formidables contenus. Vous savez, lorsqu'on a entendu Yann parler de Disney, il parlait de tous ces auteurs fabuleux sur lesquels il s'était appuyé pour faire leurs films. Eh bien, nous, ici, c'est un peu la même chose. Les réalisateurs de Germinal est extrêmement talentueux. Ils ont fait une proposition tout à fait novatrice, moderne, et nous sommes très satisfaits du résultat. Et vous ne trouvez pas que ça a des airs, des faux airs de Game of Thrones?
Mais comme nous disions, vous avez plus de 1100 heures de contenu. Comment est-ce que vous gérez tout cela en matière de droits d'auteur? Eh bien, vous savez, les droits d'auteur, pour nous, contiennent cette reconnaissance du travail de l'auteur, du travail d'écriture. Par exemple, lorsqu'un musicien crée quelque chose, il reste toujours maître des droits d'auteur. Si BNC écrit une chanson, ils vont à Universal, par exemple, il n'y a jamais de lutte pour garder les droits d'auteur. Et ça doit fonctionner de la même manière pour nous. Les streamers et les distributeurs nous financent et la contrepartie, c'est qu'ils acquièrent des droits d'auteur pour une certaine durée, mais ils doivent absolument, ces droits doivent absolument rester au sein de ces sociétés si nous voulons pouvoir continuer à créer. Marc, vous avez un avis là-dessus? C'est la raison, c'est l'essence même de la création de ce groupe. Nous avons plus de 3 millions de budget et nous avons dépensé 1 million sur les scénarios. Et une des raisons pour laquelle nous avons procédé de cette façon, c'est que aujourd'hui, eh bien, nous pouvons faire levier. Il faut pouvoir investir d'un côté pour pouvoir garder les droits d'auteur. Bien sûr, cela varie d'un marché à l'autre, mais nous souhaitons rester un modèle européen. Nous ne souhaitons pas réinventer la roue comme il y a bien sûr un modèle américain, mais je crois que si l'on le suit, eh bien, la créativité en souffrira énormément. Nous sommes un gros groupe, nous pouvons nous défendre. Il y a aussi d'autres groupes, des producteurs plus indépendants qui n'ont pas cette possibilité de se défendre. À titre personnel, je ne suis pas très fan des quotas en tant que streamer. Je préfère que le client achète les droits pour ce qu'il souhaite faire. Et le reste devrait être financé par le producteur. Et aujourd'hui, beaucoup de producteurs sont ravis de travailler avec nous puisqu'on peut leur donner ce dont ils ont besoin pour créer de la valeur et que cela représente un atout. Sans cela, cela fonctionnerait beaucoup moins bien. J'aimerais également dire un mot sur la COVID-19. Lorsque nous avons lancé le projet, eh bien, nos actionnaires, lorsque nous avons commencé à ouvrir un dialogue avec nos actionnaires, eh bien, la COVID n'était pas encore advenue. Et en 2020, nos chiffres ont chuté. La marge a chuté de 40% face à la concurrence, elle aussi qui a connu une baisse de 35%. Et voilà, nous avons réussi à nous en sortir malgré tout. Et c'est grâce à cette souplesse, au fait que nous soyons un gros groupe. Et nous avons beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités. Et nos droits d'auteur sont conséquents. Je pense à Black Mirror et bien d'autres, des choses connues du grand public. Eh bien, ça, c'était important durant la crise. Nous sommes d'autant plus convaincus de nos choix de fusion. Très bien. Donc, de ce que je comprends, eh bien, la notion des droits d'auteur est absolument est un pilier dans votre business model. Je crois
que par rapport au catalogue, c'est complémentaire, de façon à l'étendre, à le diversifier. Eh bien, il faut s'assurer que la création, la créativité ne s'épuise pas. Il existe, ce catalogue, il a pour but de promouvoir les futurs projets. Et faut-il faire y a-t-il des choix à faire par rapport à cette question? Oui. Si l'on en revient à ce qui a été dit auparavant, eh bien, effectivement, c'est comme on disait, c'est important de garder les droits d'auteur. Et il faut prendre ces éléments en compte. Et par exemple, pour l'Europe, avec cette nouvelle ère digitale, cette ère numérique, vous opérez donc sur 22 territoires différents et cela facilite votre travail. Est-ce que vous défendez derrière tout cela des valeurs européennes ou est-ce que vous vous contentez d'avoir un rôle avec une envergure internationale? Vous savez, oui, effectivement, nous sommes ce que nous sommes, un acteur international. Mais comme on l'a entendu tout à l'heure, il y a eu énormément de changements dans le domaine de la distribution. Nous souhaitons aider les modèles traditionnels également à opérer à cette transition. Et pour cela, il y a plusieurs stratégies. Il faut pouvoir certains souhaitent se concentrer sur un pays, ou d'autres sur les actionnaires, ou d'essayer de lisser un peu ces méthodes. Je pense que l'Europe est en train de vivre un moment tout à fait particulier par rapport aux États-Unis. On a aussi un gros marché en Australie. Ce qui est important, c'est de bien comprendre les tenants et les aboutissants par rapport à ces règles entre le linéaire, les streamers à niveau local ou non. Pour nous, ça n'aurait aucun intérêt de faire des acquisitions si en face, les streamers possèdent 70% des droits d'auteur. Il s'agit donc, au sein des pays européens, de voir comment nous pouvons nous arranger les uns avec les autres, avec les différents pays. Il faut donc pouvoir avoir une ligne assez claire pour nous tous que nous puissions suivre. Pour moi, l'Europe comprend également, et je suis désolée de le dire, le Royaume-Uni. Pour moi, ça reste l'Europe. J'entends donc, et j'ai beaucoup de questions pour le commissaire Breton, qui nous rejoindra cet après-midi sur la scène. Nous devons également, est-ce que je comprends que finalement vous demandez simplement qu'on vous laisse faire votre travail en tant que distributeur et producteur? Est-ce que vous souhaiteriez être un peu libéré de toutes ces réglementations afin de faire votre travail convenablement? Un peu. Est-ce que ça faciliterait pour vous la tâche? Oui, d'une certaine façon. Au cœur de notre activité, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir aider nos auteurs à faire le meilleur travail possible, à créer dans les meilleures conditions. Et avant d'observer un succès à niveau local, sur un marché local, eh bien, je crois qu'il faut modifier un peu les choses. Nous rendons compte que le public accepte maintenant des séries dans une langue étrangère,
que ce n'est plus un problème. Tout n'est pas en anglais comme auparavant. Par exemple, j'ai en tête la Casa de Papel ou The Circle en Grande-Bretagne, qui ont un petit peu changé la donne. Parce qu'avant, certains succès qui étaient modérés dans certains pays pouvaient tout à fait exploser dans d'autres. Et nous essayons donc de travailler la distribution avec ces modèles, avec ces business models, en essayant de créer de la valeur pour les producteurs. Et nous avons un catalogue important pour la musique aussi, des vidéoclips, des contenus virtuels. Nous souhaitons continuer à produire et à distribuer malgré cette nouvelle ère. Donc, passer des succès locaux à des succès internationaux, eh bien, pour ce qui concerne Banijay, vous êtes donc un acteur d'envergure. Je vous remercie d'avoir partagé votre vision. Nous allons faire une pause, car c'est l'heure du déjeuner. Nous revenons à 2h30 pour continuer.